Il ne suffit pas de se battre pour penser réussir. Il ne suffit pas de semer pour espérer récolter. Le confort ne s'arrime pas partout à l'effort. Tout se joue ailleurs et s'inscrit dans la distribution de la grâce que chacun a reçue depuis sa naissance. On a à la fois un cocktail antinomique, de choses assez inattendues, en tout cas comme on peut s'attendre de la plume d'un auteur déjà passé plusieurs fois par ici sur ce plateau, Fousseni Tanko Barakoroji, qui a publié récemment Confluence, c'est son numéro 4, en à peine 3 ans. Monsieur Banakoroji, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup de nous accepter et d'accepter notre invitation autour de ce bouquin-là. Je disais, c'est le 4e en 3 ans. Bien sûr. Donc on est très inspiré là. Ah oui, ça va vite. Il y a de la matière. On va dire que c'est la grâce divine, ça. Ouais, c'est la grâce divine et c'est aussi une passion. Allez, ça raconte l'histoire d'une dame, Maëla, qui, ma foi, a traversé plusieurs péripéties de sa vie à la quête d'un enfant. Mais avant même la quête d'un enfant, elle était déjà à la quête d'une appartenance sociale puisqu'elle a été objet de rejet. On va se concentrer surtout sur cette quête de maternité. On a l'impression que devenir mère est une obsession au-delà de tout chez les femmes, en tout cas en Afrique. Oui, bien sûr, en Afrique, c'est un devoir pour une personne de travailler à créer une descendance. Et ça fait partie de nos traditions, c'est plus ancré dans nos mœurs. Okay. Chez l'Africain, avoir un enfant, c'est le gage de la réussite sociale. C'est le gage de sa présence sur la terre. Même après la mort. Même après la mort. Donc c'est pourquoi quand une femme n'arrive pas à faire d'enfant tout de suite, ça alerte la famille, que ce soit la famille paternelle, la famille maternelle ou même la belle famille. Parce que dans nos traditions, l'objectif du mariage, c'est avoir une postérité, c'est faire des enfants. Tout à fait. Donc dès que ça commence par prendre du temps, tout de suite on commence par s'interroger et la chasse aux sorcières commence. Donc c'est notre vécu, c'est comme ça. Est-ce que c'est une étape de notre développement qui demande ça? Est-ce que c'est ancré dans nos traditions? Est-ce que le monde de demain va changer la donne? En tout cas, pour le moment, l'existant, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais on a l'impression que la société n'a pas la même perception, n'apporte pas la même gravité à la chose quand on est en face d'une femme que quand on est en face d'un homme. Oui, je vous comprends. Vous savez, c'est la femme qui a reçu le don de perpétuer l'espèce. C'est chez la femme que l'homme a la chance d'être immortel. De semer. Donc, une fois que... Parce que le but principal du mariage, dans nos traditions, dans nos familles, c'est d'abord la descendance, avoir d'enfants. Parce que, comme je l'ai dit, vous savez, en Afrique, notre caisse de sécurité sociale, c'est sur les enfants. On fait les enfants pour que plus tard, quand on ne sera plus actif, que ces enfants-là nous viennent en aide. On n'est pas comme des oiseaux qui, une fois nés, s'envolent et s'en vont et ne se soucient plus du sort de leur géniteur. Donc c'est quelque chose comme ça. L'enfant a un rôle social, un rôle économique, un rôle de stabilité. Et c'est un gage de sécurité pour les familles. C'est vrai que dans les sociétés africaines, il a été pensé qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire des enfants. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir que des personnes
d'une même famille se partagent les enfants. C'est-à-dire que si vous avez une sœur qui n'a pas fait des enfants, vous pouvez envoyer vos enfants à cette... Voilà. Parce que c'est la famille, c'est le sens même de la famille. Ok. Alors, mais, la question que je posais, c'est pourquoi est-ce que quand une femme ne fait pas d'enfants, c'est tellement grave, et plus grave que le cas où c'est l'homme qui tarde à faire un enfant. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. En tout cas, en littérature africaine, j'ai très peu vu d'auteurs aborder la question de l'infertilité ou de l'infertilité masculine. La plupart du temps, on aborde toujours le sujet à travers le prisme de la femme. Et le plus souvent, le regard que la société a sur une femme qui ne produit pas, qui n'enfante pas, est plus grave, est plus difficile à supporter que si c'est un homme. Ah oui, ça se comprend aisément. Vous savez, dans notre tradition, on ne se marie pas n'importe comment. Avant de vous marier, on interroge la science ancestrale. Vous voyez. Et c'est cette science qui dit c'est bon, vous pouvez vous marier. Quand on dit c'est bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour faire des enfants. Vous voyez. Donc, il est arrivé souvent que lorsque vous vivez avec une femme qui ne vous fait pas des enfants, que votre aventure aille vers d'autres femmes. Et là, vous faites des enfants. En fait, il faut dire que dans la majorité des cas, les hommes ont cette possibilité-là d'aller s'essayer ailleurs. Ce qui n'est pas le cas de la femme sans divorce. La femme doit d'abord divorcer avant d'aller tenter sa chance ailleurs. Mais chez l'homme, tout en gardant sa première femme, il a la possibilité, il a la facilité d'essayer ailleurs. Vous savez, la façon dont deux personnes s'aiment peut varier. Chez la femme, il y a une certaine stabilité. Quand la femme vous aime, elle reste. Mais l'homme, à un moment donné, avec le poids de la famille, est tenté, s'il ne veut pas se séparer de sa femme, on lui dit au moins prends une deuxième femme ou essaie ailleurs pour qu'on va. Mais aujourd'hui, avec le développement de la médecine, de la science, on est capable de savoir est-ce que le problème c'est chez la femme? Est-ce que c'est une question d'incompatibilité? Est-ce que c'est l'homme qui a le problème? Aujourd'hui, la science permet de faire le point entre les deux éléments du couple. Et vous montrer jusqu'où une femme, en tout cas, peut aller, rien que pour avoir un enfant. Vous faites à Maïla d'avoir envie d'un déréglé mental. Et parce que, justement, ce déréglé mental n'accepte pas, elle pose le geste ultime, c'est-à-dire l'assassinat. On a l'impression que l'enfant, c'est tout pour une femme. Oui, l'enfant est tout. Vous imaginez... Est-ce qu'elle fait ça d'abord pour elle-même, pour l'enfant, ou bien pour le regard que la société a sur elle? Les deux à la fois. Parce qu'il y a le regard de la société, mais elle-même, puisque vous allez voir dans ses pensées, elle dit, mais à 42 ans, je n'ai pas de mari avec qui partager le poids de l'existence. Je n'ai pas un enfant sur qui je vais baser ma fierté. Au moins, vous savez, chez nous, quand une personne meurt, la première des choses qu'on demande, est-ce qu'il a d'enfants? Est-ce que vous voyez? Parce que si les enfants sont là, ça veut dire en fait que la personne n'est pas partie. Donc Maïla n'avait rien de tout ça là. Et elle avait espéré. Elle avait espéré en se rapprochant d'un fou qu'elle allait tomber enceinte. Parce que elle a appris que certaines femmes qui ont eu des problèmes de conception, des problèmes de maternité, bon, fortuitement, ont eu à concevoir grâce à des... Est-ce que vous n'exagérez pas? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans la fiction là? Non, c'est pas la fiction. Ah oui? Vous-même, vous savez que c'est des choses qui existent. Parce que quand on dit quelqu'un est fou, ça ne veut pas dire que tout son corps est malade. Oui, mais qu'une femme, entre griffes normale, accepte de partager une nudité avec quelqu'un
qui se promènent, qui se baladent avec tous les risques qu'il y a, c'est-à-dire l'insalubrité, l'insanité et tout ce qui va avec. Et surtout la perception qu'on a aussi hein, de nos malades mentaux comme étant des gens bannis de la société et qui sont maudits peut-être à la limite. Est-ce que véritablement une femme qui dispose de tous ses sens peut aller jusqu'à cet acte? Oui, ça dépend. Parce que si ceux-là que nous appelons les normaux vous ont fait voir de toutes les couleurs, est-ce que vous voyez, et vous sentez de l'attirance par rapport à quelqu'un qui est marginal, vous savez, chez la femme, c'est le cœur. Ce n'est pas la raison. Donc, le cœur de la femme peut l'attirer vers quelqu'un que tout le monde considère comme marginal. Et il n'est pas rare, même dans la société, entre normaux, qu'on voit l'époux d'une femme, on dit, mais elle n'a pas vu qui... Voilà, vous voyez. Donc, c'est le cœur. Et ça, là, c'est formidable. Ça, c'est ça même l'humanisme. Donc, c'est chez la femme qu'on voit ce caractère-là. Chez l'homme, on réfléchit beaucoup. On dit, ah, attention, qu'est-ce que la famille va dire? La femme a la capacité de s'imposer. Quand elle veut une chose, elle ne recule pas. Elle ne recule pas. Elle ne recule pas. Moi, j'avais envie de dire, elle a été plutôt poussée par le sentiment de rejet qu'elle nourrit de par son parcours, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, elle est née dans des conditions assez troubles, difficiles, d'un viol, et puis après d'un reniement, etc. Elle a été chassée de la famille qu'elle croyait la sienne, puis après la société aussi qui la conditionnait parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Elle tombe sur un monsieur aussi qui a été rejeté, puisque le malade mental est un marginal, donc rejeté aussi par la société. Est-ce que ce n'est pas le sentiment de solidarité qui la pousse beaucoup plus vers ce malade, plutôt que la question de maternité? Non, là encore on peut dire que les deux, parce que au tribunal, elle disait, mais lui, il a été rejeté par la société. Tout à fait. Et moi aussi, j'ai été rejeté. J'avais cru qu'en nous mettant ensemble, on allait produire pour laisser quelque chose d'utile à la société. Donc, il n'avait pas le droit de refuser. Étant banni, il n'avait pas le droit de refuser. Mais, au-delà de ce sentiment, il faut dire qu'elle-même, elle avait ce défi-là à relever. Parce qu'elle disait, je vais faire un enfant et montrer à tous ceux qui m'insultaient, tous ceux qui m'ont humilié, que moi-même je suis capable d'en faire. Vous voyez, donc, elle d'abord, c'est sa fierté. Au-delà de cette fierté généralisable à toutes les femmes qui ont d'enfants, elle aussi, elle voulait, parce qu'elle dit que les femmes se passent le témoin de la vie depuis la nuit des temps et qu'elle ne saurait être l'exception. Pourquoi Dieu choisit les autres comme la règle et elle comme l'exception? Donc, elle n'a pas du tout digéré le fait que si les normaux m'ont fait voir de toutes les couleurs, mais pour un fou, c'est inacceptable. Vous voyez? Donc, c'est là où, disons, des profondeurs obscures de l'homme s'est réveillée la révolte. Et cette révolte-là n'a pas donné de chance à Zulzulma le fou, et elle a commis l'acte qu'il ne fallait pas commettre. C'est d'ailleurs pourquoi le titre prend tout son sens. Hein. On ne peut pas juger Maïla sur l'acte de meurtre, mais il faut aller fouiller tout son passé. Et vous l'avez suffisamment chargé de problèmes. J'ai cité tout cela tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes dans une dimension philosophique où quand quelqu'un tousse, il ne faut pas se fier à la toux dans les circonstances présentes, mais qu'il faut aller fouiller dans son passé. Ça va être difficile de faire ce travail tout le temps. Hein? Oui, vous savez, effectivement, nous n'avons pas de temps pour aller chercher les raisons profondes. Vous savez, je me rappelle de cette anecdote, paix à son âme, le ministre des Finances sous le président Soglo, Paul Dossou, vous vous souvenez? Oui. Donc, il a radié un douanier du corps de la douane. Et les journalistes disaient, mais c'est méchant ce qu'il a fait. Il dit non.
voici quelqu'un que j'ai mis à un poste pour me faire un travail. Et une dame vient avec sa petite fille de provenance du Togo. Au lieu de fouiller sa valise, la dame a commencé par se plaindre pour dire, bon, je viens du Ghana, c'est ma petite fille, sa maman est morte, je suis allé la chercher. Donc, pris de pitié, de compassion, il dit, maman, non, n'ouvrez pas, fermez, fermez, fermez. La maman a fermé la valise et c'est vers Ouida qui a un autre poste de contrôle où la dame était en train de répéter voilà, et le monsieur dit, ouvrez, je vais voir. Et on trouve des fusils et des balles. On remonte, on dit que ce qui était à tel poste, on dit c'est tel monsieur. Bon, il est normal qu'on... Ça veut dire qu'il ne répond pas à son poste. Et que lui l'a mis là en tant qu'agent de douane et non en tant que sociologue. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Et dans la société, si on devrait, à chaque fait, à chaque erreur, aller dans les tréfonds, aller très loin, chercher parmi les ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé pour que telle personne se comporte de telle façon aujourd'hui, ouais, on n'aurait pas le temps. Ouais, déjà au tribunal que les dossiers prennent 2 ans, 3 ans, ouais, voilà, pour aller encore chercher loin, on va mettre plus d'un demi-siècle. Donc je crois que c'est normal, il faut que chacun essaie dans les limites de ce qui lui est permis d'évoluer en société. C'est ce que je crois. Allez, on va parler maintenant de Zulzulma, qui quand même est un personnage assez atypique. Finalement, quand on le lit et quand on le suit, la première question qu'on se pose, c'est qui finalement est fou entre lui et les hommes de sa société. On a l'impression que son seul tort, c'est de vouloir être curieux, c'est de vouloir comprendre les choses les plus basiques. Pourquoi la poule se promène avec ses poussins derrière? Pourquoi est-ce que la canne et ses canetons n'ont pas le même comportement? Des questions aussi basiques qui énervent son entourage. C'est quand même curieux. Hein? Ouais, vous savez, et ça, je demande à toutes les familles de prêter attention à l'environnement des enfants, au comportement des enfants. Souvent, nous avons des enfants dont le potentiel intellectuel nous dépasse. Ils posent des questions qui ne sont pas de son âge. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de se rapprocher, par exemple, des psychanalystes pour voir est-ce que cet enfant, c'est un génie ou il a un problème. Vous voyez. Ici, Zulzulma est né dans une famille, je ne vais pas dire d'un culte, mais une famille où la curiosité scientifique n'a pas encore pointé son nez. Ça me rappelle l'histoire d'un, comment est-ce qu'on appelle, sous l'orage, où un gamin qui allait à l'école partageait le repas du soir avec ses frères et qui disait il faut se laver les mains avant de manger. Voilà, tout à fait. Sinon il y a des microbes. Et son papa qui lui donne, toi tu les as vus. Un petit menteur. Oui, puisqu'on ne peut pas les voir lui, comment est-ce que, à l'œil nu, pardon, voilà, toi tu les as vus. Là par exemple, quand il dit j'ai vu que chez le cocotier, les feuilles et la branche tombent ensemble. Mais chez le manguier, les feuilles tombent une à une. Je veux comprendre. Voyez? Il dit, mais dans la maison, il y a un citronnier, il y a un manguier. J'ai constaté que le citronnier donne des fruits amers. Chez le manguier, c'est de la douceur. J'ai fouillé le sol pour voir s'il y a du sucre quelque part. Mais j'ai vu que le sol a le même goût partout. Je veux comprendre. Voyez? Les parents n'avaient pas de réponse. On dit c'est la volonté de Dieu. Et il va plus loin. Il dit, bon, comment les animaux, les hommes sont-ils arrivés à se choisir leur nourriture? Voyez? Donc on sent chez cet enfant-là qu'il y a quelque chose qui bouge dans la tête. Mais les parents n'avaient pas de réponse. Voyez? Il est arrivé, et ça c'est dans des pays où vraiment l'éducation est bien structurée. Le maître de la classe n'est pas seulement un pédagogue,
Mais c'est quelqu'un qui est là pour dire à l'État, dans ma classe, j'ai un génie. Parce que chaque État doit faire la promotion de ses génies. Oui. Vous voyez? Donc les maîtres de classe, les professeurs, doivent déjà savoir sur les bancs, tel enfant, il faut qu'on l'envoie à l'extérieur développer ses compétences. Ce serait bénéfique pour la société, pour la nation. Vous voyez? Donc ça, c'est le cas des enfants. De ces enfants comme Zulzulma. Il dit, mais la canne reste derrière et laisse les enfants devant. La poule est devant et laisse les poussins derrière. Que lui veut comprendre pourquoi ces deux oiseaux ont des comportements différents. Et sa maman n'en pouvant plus, l'a bien chicoté d'abord parce que elle dit que voilà, pour dire voilà, reviens sur la terre, d'où sors-tu avec tout ça là. Mais par la suite, elle a compris. Elle s'est rapprochée d'un sage qui lui a dit, mais la poule est la symbolique de la mère, d'une mère qui se met devant pour affronter tous les dangers pour ses fils. Vous voyez, la maman est prête pour tout, elle est prête à tout. Mais en ce qui concerne la canne, c'est le papa. Il reste derrière et par des conseils, il oriente les enfants. Et en conclusion, il est vraiment conseillé que le père et la mère se mettent ensemble. Sinon, un pôle sera en déphasage par rapport à l'autre. Donc c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui, les couples monoparentaux, vraiment, c'est un problème. C'est un problème que nous devons essayer, que la société doit essayer de voir quelles sont les solutions qu'il faut. Parce que sinon, ça va créer un déséquilibre. J'ai vu la vie de la maman de Zuzuma aussi et je me suis demandé finalement, qu'est-ce qu'on choisit? Il y a Maïla qui n'a pas d'enfant, qui en souffre. Oui. Elle en a et elle en souffre. Oui. Et c'est là où je rends hommage à notre vedette de l'OME, Anis Pépé. Okay. Anis Pépé, dans l'une de ses chansons qui m'a inspiré, le titre c'est Satik Bantoué. Satik Bantoué. Dans cette chanson, il dit, mais entre une femme qui a fait un enfant qui est mort, et cette autre qui n'en a pas fait, entre les deux, qui peine. Qui a une profonde douleur. Voilà, qui a une profonde douleur. Donc c'est... Et comme je me permets souvent, quand je vais écrire, de questionner sur ces genres de questions-là, j'essaie de prendre l'avis des uns et des autres. Vous voyez. Et les gens me diront que non, celle qui n'a pas d'enfant souffre plus. D'autres diront non, celle qui a fait et l'enfant est mort souffre plus. Vous voyez. Donc, et le cas de maman Zuzuma aussi, qui en a fait, mais qui pratiquement ne sert à rien à la société. Oui, l'enfant ne sert à rien et c'est pourquoi dans un titre nous parlons de maternité sans sevrage. Vous voyez, parce que l'enfant doit être sevré. Il va devenir un homme mûr et il va participer à la construction de sa nation. Voilà. Un peu de l'autorité. Mais ici, quand vous faites un enfant qui est malade jusqu'à 40 ans, et vous, la maman, malgré votre vieillesse, vous êtes derrière lui pour l'aider à se réhabiliter. Vous voyez? Donc, ça le cas de cette mère aussi qui se promène avec son petit garçon mal en point aussi. Tout à fait, parce que là... Avec des difficultés motrices. Oui, la maman de Zulzulma Angara était là à se plaindre. Chaque jour, elle se plaignait au ciel. Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as fait? Aide-moi. Mais le jour, elle a vu, elle était assise, elle était debout sur une route qui conduit à une église. Il a vu cette maman-là avec son enfant à moitié paralysé. Et la maman essayait tant bien que mal de marcher au pas de son enfant jusqu'au seuil de l'église. Tous les 10 pas, ils s'arrêtaient puisque l'enfant avait des lèvres asymétriques d'où coulait de façon permanente de la salive. Mais quand elle a vu ça, elle a oublié ses problèmes à elle. Elle dit, Seigneur, pour la première fois, je te remercie. Parce que pour moi, peut marcher et même parle. Voyez? Donc, c'est quand nous ne connaissons pas les problèmes que les autres vivent, que nous croyons que c'est sur nos têtes que le ciel tombe par fragments. Est-ce que ce n'est pas trop facile ça aussi, de dire, bon, peut-être d'autres ont pire que nous, nous ne devrions pas nous lamenter sur nos sorts. Chaque destin
est unique. Et je m'occupe de mon destin et de mes peines. Je ne vois pas ce dont l'autre souffre. Si l'autre souffre de quelque chose qui est plus lourd, qui est plus, ou je sais pas trop, difficile, ça fait son problème. Moi, je m'occupe de mes peines. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Dieu nous a mis en société pour qu'on essaie de profiter des uns et des autres, de prendre exemple de la vie des autres. C'est la vie des autres qui nous inspire. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous dites, ah attention vraiment, je prends un exemple au Bénin, vraiment la vie coûte cher, tout ça là. Mais quand vous allez au Ghana, mais c'est pire. Parce que c'est du Ghana que nos parents prenaient tout pour amener chez nous. Mais aujourd'hui, c'est nous qui envoyons les choses au Ghana. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dire que ça peut arriver à tout moment que les situations changent. Il ne faut pas toujours croire que c'est sur nous que le malheur tombe. Ouais, il faut. Ouais. Allez, une dernière question. Peut-être il me fait de grands gestes pour dire que le temps est vite parti. Là, ça fait 30 minutes. Ça va très vite. Je veux parler toujours de cette question de maternité, paternité. J'ai l'impression que chez les hommes, oui, même si faire un enfant, c'est important, à côté de l'impuissance sexuelle, ma foi, c'est totalement rien du tout. Les hommes ont beaucoup plus tendance à être affectés par leur impuissance sexuelle que par leur stérilité. Quand on a vu par exemple comment celui qui a causé... Gassili. Voilà, exactement. Quand on voit un peu comment il a été abattu, etc., on n'a pas l'impression qu'il allait chercher fertilité, mais il est allé chercher puissance et qu'il était complètement abattu justement à cause de son statut. Et d'ailleurs, les femmes s'en moquent très bien quand elles remarquent que vous ne pouvez pas faire, faire le truc. Bon, il faut dire que les deux vont ensemble. Hein? Oui, absolument, chez l'homme. Oui. Les deux vont ensemble parce que même si sur le plan sexuel vous êtes apte et vous ne faites pas d'enfant, à un moment donné, votre conjoint va vous quitter. Elle va vous quitter à la recherche d'enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai que l'élément moteur, c'est d'abord la puissance. Il faut qu'on soit puissant. Mais là, les deux se guérissent. Suivant les recettes ancestrales, qu'on soit impuissant ou qu'on soit stérile, les deux se guérissent. Mais le plus patent, ce qui fait honte, ce qui vous diminue, c'est surtout l'impuissance sexuelle. C'est surtout l'impuissance sexuelle. Les hommes supportent ça difficilement. Hein? Les hommes supportent ça difficilement, pas parce que ça les affecte, mais à cause de leurs épouses qui sont obligées d'aller regarder ailleurs. Et quand on demandera pourquoi, c'est là le problème. Quand on demandera mais pourquoi, on dit, mais allez demander à votre fils. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, c'est la vie. Confluence, c'est un beau livre quand même, avec une belle histoire. Merci. J'avoue, on est toujours très absorbé quand on vous lit, avec un style assez singulier et surtout des sujets très évocateurs qui s'ancrent dans l'univers traditionnel africain, avec un positionnement ou un repositionnement des valeurs et des considérations. En tout cas, bon vent à vous. Merci beaucoup. Et bon destin à ce bouquet. Moi, je lui souhaite quand même un très grand destin. Merci beaucoup. Puisqu'il recèle beaucoup de valeurs et de richesses, tant au plan stylistique que thématique, hein, merci beaucoup. et esthétique. Merci Allez, beaucoup. merci d'être passé sur Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. On va se donner rendez-vous pour samedi prochain à partir de 11 h. D'ici là, vous allez bien prendre soin de vous. Et on va se retrouver samedi prochain à partir de 11 h. Portez-vous bien.